Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous parlons de définir le réel. Alors, il y a une difficulté pour ça, c'est qu'on parle d'une réalité, on décrit une réalité qui peut être considérée même en dehors de l'observation. Donc, quand le système évolue sans être mesuré. Malgré tout, les observations et les mesures fournissent un guide dont il faut tenir compte. Si on trouve plusieurs possibilités, plusieurs descriptions de cette réalité, comment trancher? En fait, déjà à la base, le simple fait de pouvoir décrire une réalité, même de manière abstraite, est un grand pas, pour autant qu'elle soit complète, consistante et qu'elle obéisse à un certain nombre de critères. Ça, c'est déjà un bon pas. Maintenant, si on a plusieurs solutions, une possibilité peut être aussi de les comparer, de voir quel est leur tronc commun et d'essayer d'en faire une synthèse. Il est évident que si on utilise un concept central dans une interprétation, mais que celle-ci s'avère ne pas être utilisée ni même ne pas exister dans d'autres interprétations, alors ce concept peut être inutile. Donc il faut bien regarder si on n'introduit pas des concepts qui en réalité ne servent qu'à construire une interprétation donnée. La définition doit se faire à partir de raisonnements rigoureux. Reprenons un exemple que nous avons vu. Les éléments de réalité d'Einstein. Si à un observateur donné, on peut attribuer une valeur qui est certaine, sûre et certaine, grâce à des mesures, d'autres mesures, qui ne peuvent pas perturber cet observable, alors la valeur en question est un élément de réalité dont il faut tenir compte. Et puis, après, le travail consiste à faire correspondre ces éléments de réalité au formalisme. Mais attention, on a vu que bien que apparemment rigoureux et séduisant, ça a été invalidé par le théorème de Bell et les expériences. Et donc, il faut absolument tenir compte dans la construction, dans la description, il faut tenir compte de l'existence des théorèmes d'impossibilité, tels que ceux de Bell, de Kochen-Specker, de Malament, etc. Concernant les critères, on en a vu un, c'est le rejet du principe anthropique. Et donc, en particulier, il ne faut pas nécessairement utiliser les concepts classiques. Si on peut l'éviter, on l'évite. On ne doit utiliser les concepts classiques que s'ils s'avèrent absolument indispensables dans la construction, de l'interprétation de la réalité que l'on veut décrire. Nous avons vu avec l'interprétation de Copenhague que la fonction d'onde pouvait être vue comme réelle ou comme un certain état de connaissance. Mais est-ce vraiment si différent en réalité? Parce que qu'on la considère comme réelle ou comme un état de connaissance, la fonction d'onde est avant tout un objet mathématique. Ce n'est pas la réalité en soi. Il ne faut pas confondre la carte et le territoire que la carte décrit. Toute modélisation mathématique de la physique est une représentation abstraite de certains phénomènes physiques, de certains objets. Toutes ces modélisations apportent des informations sur le phénomène ou l'objet, y compris en physique classique. Et donc apportent des connaissances sur ces phénomènes et objets. Donc si on considère que, et donc sur la réalité en question, alors si on considère psy comme un état de connaissance, c'est aussi une modélisation d'une certaine réalité. Et donc on peut voir psy, la fonction d'onde, comme une certaine représentation abstraite d'une partie de cette réalité. Il n'y a donc pas réellement de si grande différence entre fonction d'onde réelle ou connaissance. Une représentation mathématique
est une représentation du réel et est un ensemble de connaissances sur cette réalité. C'est pas si différent. De plus, on considère la mécanique quantique comme correcte et tout ce qu'on a besoin, c'est la fonction d'onde. Elle est censée, avec cette théorie qu'on admet, contenir tout ce qu'il y a à savoir sur le système. Ni plus ni moins. Donc, on doit considérer cette fonction d'onde comme une représentation la plus fidèle possible, en fonction de ce qu'on peut savoir, la plus fidèle possible, la plus complète, la plus précise possible de cette réalité. On peut donc voir la fonction d'onde plus loin que ce simple caractère d'objet mathématique. On peut le voir comme un concept, ou plutôt comme la définition d'un concept. Un concept défini par un objet mathématique. Avec, bien sûr, tout son reste derrière. L'équation de Schrödinger qui décrit comment évolue la fonction d'onde, les valeurs propres associées aux observables, les mesures, etc. Ce n'est pas un objet isolé. Donc la fonction d'onde peut être la définition de ce concept. Mine de rien, même en physique classique, on a ce genre de choses. Sauf que bien souvent, on n'y fait même pas attention. Par exemple, prenons un ballon. Je dis, ce ballon est rond. Comment est-ce que je le sais? Parce qu'il m'envoie de la lumière, des photons, qui me permettent de le voir. En fait, ce que je vois, c'est un rayonnement électromagnétique. Je vais le toucher, j'aurai des interactions de contact entre les molécules du ballon et les miennes, et donc là aussi d'interactions électromagnétiques. Et l'ensemble de ces interactions électromagnétiques qui obéissent à des lois bien précises, les équations de Maxwell par exemple, donnent des informations sur ce ballon. Et l'ensemble de ces informations, je les synthétise, je forge le concept de rond que j'attribue comme une propriété à l'objet réel ballon, auquel je n'ai pas réellement accès directement, mais seulement via ces interactions. La fonction d'onde ne fait pas autrement. Un autre exemple, la température, c'est un très bon exemple. En fait, la température est en fait une grandeur qui est liée à un comportement statistique, c'est l'agitation des molécules. On le définit par nkt, donc n le nombre de degrés de liberté de chaque particule, molécule, atome, fois la constante de Boltzmann, fois la température, donne l'énergie moyenne de ces particules, de ces molécules. Et donc, on a là une définition de la température à partir d'une loi et de comportement microscopique. La température est donc une information indirecte sur une réalité qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui est l'agitation de ces molécules. Mais le concept température, ainsi forgé, est tout à fait tangible. On peut le mesurer avec un thermomètre, il a une définition précise, et c'est concret. Si c'est très chaud et que je touche, ça me brûle. Donc, cette température peut être vue comme une description abstraite d'une réalité plus complexe. Il en est de même de la fonction d'onde. Et donc, ok, on peut accepter ce concept fonction d'onde qui est défini par un objet dans un langage approprié qui est les mathématiques. C'est aussi une approche très pragmatique. On ne cherche pas à coller des concepts bizarroïdes autour de la fonction d'onde. On dit, la fonction d'onde, on sait ce que c'est, elle est définie, elle est décrite par un langage rigoureux, pourquoi se casser la tête? On a la définition rigoureuse de ce concept, qui est non classique. Cela illustre cette approche pragmatique, très pragmatique, illustre bien ce que je disais en disant il ne faut pas abuser de la philosophie. On peut avoir des raisonnements parfois très alambiqués pour essayer de comprendre ce que c'est la fonction d'onde, alors que ce n'est pas nécessaire. Son caractère complet
son caractère complexe, le fait que la fonction d'onde est représentée par des nombres complexes. Ça ne doit pas rebuter. D'abord, on l'a vu, les ondes peuvent avoir une amplitude, une phase, qui peut être représentée par un nombre complexe. C'est une représentation abstraite. On ne doit pas pour cela dire « Oh, mais dans la réalité, on n'observe jamais que des nombres réels ». C'est une représentation de cette réalité, ce n'est pas la réalité. Donc on peut très bien utiliser les nombres complexes, s'ils s'avèrent élégants pour représenter cette réalité. Et on a bien d'autres exemples, avec des champs, tout ce qui est plus concret, comme les champs de vitesse, les champs de pression, etc., qui sont des phénomènes classiques, avec les champs de vecteurs, les champs spinoriels, les champs tensoriels, les torseurs, etc. Donc on peut avoir toutes sortes de modélisations qui représentent des phénomènes, tout ce qu'il y a de plus concret. Et selon cette vue, l'espace de Hilbert, qui est l'espace de tous les états possibles des fonctions d'onde, représente alors un espace de configuration du système. C'est l'équivalent de l'espace de configuration qu'on retrouve en physique classique, sauf qu'il a une forme tout à fait non classique. Notons que, en expliquant tout ça, j'admets le langage mathématique comme un langage descriptif et explicatif, comme n'importe quel langage, comme le français, sur le même pied. Si ce n'est que on a la rigueur en plus, ce qui est important. D'ailleurs, quand on lit des articles purement descriptifs, souvent en philosophie d'ailleurs, une bonne part de ces textes passent leur temps à définir le plus précisément possible les thèmes qu'ils emploient, à éviter les ambiguïtés, à éviter la polysémie, c'est-à-dire les sens multiples de certains termes en français, ce qui complique beaucoup les choses. Le langage mathématique évite ça. Et malgré tous ces ronds-de-jambes, ça peut rendre, ou à cause de ces ronds-de-jambes, ça peut rendre certains textes parfois obscurs. J'en ai lu qui étaient franchement obscurs. Pour moi, ces articles, c'est poubelle, parce que l'obscurité n'a jamais été une marque du génie. Un texte obscur, il est obscur, il est incompréhensible. Et s'il faut faire de gros efforts, désolé, c'est à l'auteur qui présente ses idées de les rendre claires à celui qui l'explique, pas l'inverse. Alors, on l'a vu, le réalisme semble une évidence. Il y a une réalité, difficile à décrire, etc. Et tout ce que et la description de cette réalité peut être extrêmement souple et respecter tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qui peut nous aider à la construire. Le positiviste, en réalité, nous l'avons dit, ne rejette pas ça. Tout ce qu'il rejette, c'est l'intérêt d'étudier une certaine réalité. Et la seule source de faits objectifs, ce sont les résultats des mesures. C'est ce que dit le positiviste. Le réaliste ne dit pas mieux. Il a des faits objectifs, il n'a que ceux-là. Lui aussi essaie de construire la réalité à partir de ces faits objectifs. Donc, on a vu aussi que le positivisme ne pouvait pas se passer d'une construction théorique à partir d'une synthèse des faits et à partir, au vu de cette construction théorique, de se poser des questions et de devoir interpréter. Donc on peut se demander si c'est réellement si différent là aussi, le réalisme et le positivisme. En fait, la différence, elle tient plus à l'attitude. Je veux essayer de comprendre la réalité que j'observe, ou ce n'est pas digne d'intérêt. Le réaliste, le positiviste. C'est plus une attitude qu'autre chose. Mais il faut éviter de s'enfermer dans une attitude. Là aussi, c'est pas trop de philosophie. Il y a des courants philosophiques, le réalisme, le positivisme, ne pas s'enfermer là-dedans. Essayons d'avoir l'esprit ouvert et d'examiner tout ce qu'on peut examiner. Parfois, par boutade, je ne suis pas philosophe, et vous l'avez compris, j'évite de trop philosopher. Et donc, parfois, par boutade, je me qualifie de réaliste positiviste. C'est un peu pour rigoler, pour dire deux courants opposés, et je suis un réaliste positiviste.
En réalité, il existe bien un terme pour le désigner, moins amusant. C'est celui de réalisme pragmatique. On admet un réalisme sur des bases pragmatiques telles que fournies par le positivisme, les résultats objectifs des mesures. Et ce courant est en fait très répandu. La grande majorité des physiciens sont des réalistes pragmatiques. Ils n'essayent pas de divaguer sur des choses incompréhensibles. Il y en a certains aussi, mais la majorité, non, ils n'essayent pas de divaguer sur des choses mystérieuses. Ils se basent sur ce qui est à leur portée. Les résultats expérimentaux, la logique et les calculs théoriques. Et ils croient à une certaine réalité, le monde n'est pas qu'illusion. Donc la plupart des physiciens sont des réalistes pragmatiques. C'est donc très répandu. Alors, il reste encore une chose à analyser, c'est que j'ai dit, bon, on peut utiliser l'objet mathématique fonction d'onde pour définir le concept de fonction d'onde, et les mathématiques sont un langage qui peut très bien servir à expliquer et décrire. Mais il ne faut pas non plus confondre les mathématiques et la réalité, tout comme on ne confond pas le langage et la réalité. Quand je dis « ceci est une pomme », ce que je désigne, c'est la pomme, l'objet. Mais ma phrase, ce que je parle, ce que je dis, ceci est une pomme, en soi, ce n'est pas la pomme. Certains surréalistes ont même joué avec ça. Rappelez, vous connaissez à coup sûr le tableau de Magritte, un peintre belge. Le peintre Magritte, peignant une pipe et indiquant en dessous, ceci n'est pas une pipe. Il joue sur l'objet et la représentation, la désignation de cet objet. Il a raison. Ce n'est pas une pipe. C'est une peinture d'une pipe. Alors que quand on fait un dessin avec une pipe et qu'on montre à n'importe qui, il va dire « Ah, c'est une pipe ». Donc il ne faut pas confondre la réalité et le langage, y compris mathématiques. Et donc il y a un point qui est à approfondir, c'est est-ce qu'il n'y a pas des choses en mathématiques qu'il faudrait éviter d'associer à des réalités. Ce n'est pas si difficile, mais il faut y faire fortement attention. C'est pas si simple, je donnerai une série d'exemples. Ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.